bonne soirée et puis je laisse la parole à M. Jarousse. Merci Alice, merci Sandrine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande salle de la mairie. Je vais me présenter comme il est coutume de le faire. Je suis David Jarousseau, j'ai 40 ans. En première partie de carrière, j'étais professeur de français. Pendant une année, en réalité pas beaucoup plus, j'ai enseigné la littérature dans un lycée du 14e arrondissement. Et au terme de cette année, j'ai vraiment pris conscience que j'avais envie de développer mon propre enseignement et tout spécialement un enseignement de la méthodologie des épreuves obligatoires au lycée. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était de m'adresser à un public plus divers que les seuls lycéens. C'est la raison pour laquelle, au terme de cette expérience professionnelle, j'ai quitté l'Éducation nationale pour fonder une entreprise dont je ne ferai pas la promotion ici. Je veux simplement dire, puisque Sandrine m'a invité à le faire, que je travaille tout spécialement depuis 10 ans maintenant avec des entreprises. Je travaille notamment en partenariat avec Sciences Po pour former des cadres dirigeants, des élus et des chefs d'entreprise. Je travaille aussi depuis 2016 pour le ministère des Armées et tout spécialement l'école de guerre qui prépare les officiers supérieurs à leur responsabilité future. Merci encore d'être là puisque l'année dernière, à cause de la Covid, c'est bien seul, en compagnie d'Arnaud, que j'ai donné cette conférence. Et ici, de retrouver le contact, c'est quasiment la première fois, depuis maintenant 1 an et demi, c'est une des premières fois où je peux enfin redonner une conférence publique. Ce qui pour moi est beaucoup plus simple aussi pour entrer en contact avec vous. Quand j'entends par entrer en contact, c'est ressentir aussi l'intérêt qui peut être le vôtre à ce que je vais vous dire et vous expliquer. En un premier lieu, j'aimerais revenir sur l'histoire du concours d'éloquence pour que vous ayez la dimension narrative, toute cette histoire en particulier que nous avons conçue ensemble avec Sandrine, avec Monsieur le maire, avec Dabia et toute l'équipe de la municipalité. En mars 2019, j'avais posté sur un réseau social professionnel bien connu une photo de moi en compagnie de 2 jeunes que j'avais préparés au concours d'éloquence de la ville de Montreuil. C'était en l'occurrence Clément Viktorovitch qui organisait ce concours particulier et j'avais pour responsabilité de former des jeunes du lycée horticole. Et à la suite de cette publication sur ce réseau social, comme quoi c'est efficace et ça peut être utile, le maire de Vanves, Bernard Robuchon, a pris contact avec moi en me suggérant que nous fassions la même chose à Vanves. Idée qui m'a paru désirable, et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu bien évidemment présent pour en concevoir un sur mesure. Et j'ai d'abord pris contact avec Sandrine Bourg pour lui exposer dans les grandes lignes ce à quoi cela pourrait ressembler. Et au fur et à mesure, nous avons commencé à concevoir ce concours, un concours qui soit propre à la ville de Vanves. Il y a eu toute une année électorale où il n'est pas possible de concevoir de nouveaux projets, en tout cas de les mettre en place. Nous avons donc dû attendre un peu de temps avant de pouvoir véritablement commencer cette expérience particulière. Et c'est en novembre 2020 que j'ai pu, pour la première fois, donner cette conférence inaugurale qui a été faite en distanciel, au cours de laquelle j'ai présenté la parole comme un combat. Peut-être que certains d'entre vous ont vu cette conférence particulière. Et j'avais commencé cette conférence en disant que je considérais moins la parole comme un sport de combat, conformément au titre d'un avocat pénaliste, Bertrand Perrier, bien connu pour ses travaux sur l'éloquence, mais comme un véritable combat compte tenu de la manière dont nous étions formés, et Sandrine l'a rappelé tout à l'heure, formés plus spécialement à la tradition écrite et moins à la tradition orale. C'était donc pour moi une occasion, cette conférence l'année dernière, de mettre l'accent sur cet impératif que de former notre jeunesse aux techniques des arts oratoires, parce que c'est désormais un attendu en classe de terminale, puisque vous avez le grand oral, et puis c'est considéré désormais comme une soft skill dans le monde professionnel, autrement dit une science molle, c'est le terme un peu plus péjoratif pour qualifier ces compétences non techniques, mais qui sont considérées comme indispensables dans le monde professionnel pour s'épanouir et aussi pour être performant dans les activités que nous menons. Voici dans les grandes lignes ce en quoi consistait cette conférence. Et ensuite a pu commencer la formation en tant que telle. Alors si vous avez le désir, toujours après cette conférence, de vous inscrire, voici dans les grandes lignes ce en quoi elle consistait. Tout en sachant que cette formation qui s'est déroulée l'année passée,
qui avait pour vocation de préparer les candidats au concours d'éloquence, s'est déroulé quasiment intégralement en distanciel. Mais pour moi, c'était tout à fait réalisable, déjà parce que j'avais eu quelques mois pour le faire pendant le confinement, et puis parce qu'un concours d'éloquence, c'est d'abord un concours de la parole. Alors bien sûr, ce sont des choses que j'ai enseignées aux élèves et qui s'en doutaient bien évidemment. Pour communiquer, pour convaincre, il y a bien évidemment la parole, mais il y a aussi ce qu'on appelle désormais la communication non verbale ou la communication paraverbale. Communication non verbale, communication verbale, communication paraverbale étant les 3 points de la communication que j'ai enseignés aux élèves l'année dernière et que je vous enseigne aujourd'hui. Mais vous avez sûrement entendu parler de ces 3 points. Dans une conférence en distanciel, la communication non verbale, autrement dit toute la gestuelle, est nettement moins sollicitée qu'en présentiel. On pourrait se dire, par conséquent, qu'une formation à la prise de parole en distanciel est caduque, puisque le corps n'existe plus ou si peu. J'ai déjà donné des formations où les caméras étaient fermées, où là il n'y a plus que la voix pure. Et pourtant, ce sont des formations qui se sont bien déroulées. Je n'avais donc aucune crainte, aucune, à l'idée de former des lycéens et effectivement des élèves en licence 1, voire en licence 2, à l'art de convaincre à distance. Pourquoi ? Parce que j'ai la conviction, et je sais que j'ai raison, que l'art de convaincre, c'est d'abord un art de la parole. Bien sûr que le corps est pleinement mobilisé, il est au service de la parole. Bien sûr, le volume de la voix et les intonations sont au service de l'acte de communiquer et la volonté de convaincre. Mais c'est d'abord le verbe qui nous caractérise en tant qu'être humain, et c'est par le verbe que l'on parvient à convaincre. Et bien sûr, le volume de la voix et le corps habillent tout cela. Ça donne de la chair à la parole. Mais c'est la parole qui est première. Et dans ce sens, former des jeunes à l'art de convaincre à distance, des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, ce que j'ai pu faire, c'est tout à fait possible. Et cela permet même d'en finir avec ce mythe selon lequel la communication non verbale serait plus importante que la communication verbale. Autrement dit, l'allure de l'orateur et les gestes qu'il ferait seraient plus importants que le discours qu'il tient. Eh bien, à travers une formation en distanciel, c'est le bénéfice, je trouve, que l'on peut dégager. C'est que la parole reprend ses droits. Tout au long de cette formation, je leur ai enseigné aussi des principes que vous avez peut-être entendus en classe, notamment en classe de première, et peut-être dans certaines spécialités. Je sais que parmi vous, certains ont la spécialité humanité. Il est de plus en plus question de rhétorique dans cette spécialité qu'est les humanités, que sont les humanités. Et dans ce sens, il est enseigné aux élèves les 3 points d'Aristote, vous voyez, qui entrent en correspondance 2000 ans plus tard avec les 3 points de la communication. Les 3 points d'Aristote que j'ai enseignés aussi à la jeunesse et que je vous enseigne ce soir, si vous ne les connaissiez pas, qui sont ethos, pathos, logos. Et ces 3 points d'Aristote sont toujours d'actualité, parce qu'ils entrent en correspondance avec les 3 points de la communication contemporaine. Ethos, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire l'image que renvoie l'orateur. Mais ce qui est beaucoup plus fort dans la notion d'éthos par rapport à la communication non verbale, c'est que l'éthos, ce n'est pas l'image extérieure, ce n'est pas seulement l'image extérieure que je renvoie. Par exemple, vous voyez que mon image extérieure est celle d'un individu barbu, coiffé d'une façon spéciale, avec une veste noire. Bref, je renvoie une image extérieure et physique particulière. Mais la notion d'éthos, et c'est ça qui est intéressant chez Aristote, elle n'est pas seulement extérieure, elle était aussi liée à la réputation. En d'autres termes, l'image que je renvoie est aussi liée à la réputation, bonne ou mauvaise, dont je jouis avant de me présenter à vous. C'est là la singularité d'Aristote et la force pour moi de la notion d'éthos par rapport à la notion par exemple de communication non verbale, c'est que l'éthos c'est l'image extérieure mais également la réputation et la renommée que nous avons, que nous travaillons autant que faire se peut ou alors que nous subissons pour diverses circonstances. Et je veux que vous reteniez cette notion d'éthos parce que même si vous êtes encore jeune et que cette notion de réputation au sens professionnel du terme ne vous concerne pas encore, malgré tout, un élève, lorsqu'il entre en salle de classe, il peut avoir une réputation parce que les professeurs parlent entre eux. Et dans ce sens, votre éthos aussi est un paramètre que vous devez travailler d'ores et déjà et travailler à votre bonne renommée. Le deuxième point d'Aristote, enseigné l'année dernière au cours de la formation des jeunes de la première édition du concours d'éloquence, à vous de dire,
c'est le logos. Et le logos, ça c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup mieux, parce que je dis que le logos est vraiment au centre de la tradition écrite. On nous façonne à l'école à maîtriser le logos, qui est la condition du langage articulé pour les philosophes, mais c'est aussi, très concrètement, la logique argumentative, la voie rationnelle, qui est la seule que nous pouvons effectivement emprunter lorsque nous faisons nos commentaires et nos dissertations. Nous n'avons pas le droit, lorsque nous faisons des dissertations et des commentaires, d'emprunter la voie des émotions. Lorsque vous faites une dissertation philosophique, pour celles et ceux d'entre vous qui sont en terminale, vous savez que vous n'avez pas le droit de mobiliser vos émotions, une expérience personnelle et intime pour faire votre dissertation et convaincre votre professeur. Non, vous devez emprunter la stricte voie rationnelle, vous devez être purement objectif, sans quoi on vous ferait le reproche de ramener les choses à vous-même. Donc le logos, c'est l'argumentation. Ce sont les arguments que déploie l'orateur lorsqu'il a pour volonté de convaincre. Et cette notion d'argument, elle est bien évidemment au cœur de la volonté de convaincre, mais on vous donne à penser en classe de première que le logos, c'est exclusivement par le logos que l'on emporte l'adhésion, que l'on parvient à convaincre. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont en première, on doit faire encore, je crois, cette distinction entre persuader et convaincre. Et on a tendance à dire que l'art de convaincre est fondé sur l'argumentation et piloté par la voie rationnelle, tandis que l'art de persuader, étroitement lié à la rhétorique, c'est l'art de mobiliser les émotions, d'emprunter des voies détournées pour emporter l'adhésion. Et on associe d'ailleurs la rhétorique aux figures de rhétorique, j'ouvre une parenthèse, qui sont d'ailleurs faussement appelées figures de style, ce qui donne une fausse idée de leur emploi. Parce qu'une figure de style donne à penser que c'est un procédé visant l'élégance et le style, alors que ce sont en réalité des figures de rhétorique, c'est-à-dire des moyens d'influence, sans connotation péjorative d'ailleurs sur le terme d'influence, mais en tout cas, elles n'ont pas pour seule vocation, ces figures de rhétorique, d'être des ornements esthétiques et ornementaux du discours. Le dernier point d'Aristote, c'est le pathos, l'art de mobiliser les émotions. Et c'est là, en l'occurrence, où la rhétorique d'Aristote nous enseigne beaucoup de choses, c'est que ce paramètre tripartite pathos, c'est justement l'art de mobiliser la rhétorique. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes amené à les identifier, ces figures de rhétorique, dans un commentaire composé ou un commentaire linéaire, vous êtes amené à les identifier et à les analyser, il vous est strictement interdit de les employer lorsque vous écrivez une dissertation, un commentaire, ou lorsque d'ailleurs vous faites une épreuve orale. Et c'est toute la singularité du concours d'éloquence, c'est justement qu'enfin vous puissiez utiliser ces procédés. Au lieu de seulement les constater chez les autres, chez les grands poètes notamment, mais pas seulement, un concours d'éloquence, c'est l'occasion d'éprouver la rhétorique, de découvrir l'emploi d'une hyperbole, d'un oxymore, d'un pléonasme même, que l'on a souvent tendance à considérer comme une erreur, alors que c'est un procédé rhétorique puissant. Prenons un exemple simple, si j'étais ministre de l'Intérieur et que je voulais défendre une politique sécuritaire, je pourrais dire par exemple qu'il existe en ce moment en France une violence terrible qui frappe nos concitoyens indistinctement. Et en disant violence terrible, vous voyez que je commets un pléonasme. Un professeur de français me dirait attention, pléonasme. En rhétorique, c'est un moyen d'influence pour obtenir un objectif, pour atteindre un objectif particulier. C'est donc cela que nous voyons au concours d'éloquence au cours de cette formation, c'est que cet ensemble de moyens que l'on étudie notamment en classe de français, à savoir ces moyens au service de l'art de persuader, eh bien nous les employons dans le cadre de cette formation au concours d'éloquence. Je vous ai parlé tout à l'heure de Clément Viktorovitch. Avec lui, nous avons pour conviction commune que la rhétorique doit être désormais partagée. Elle ne peut pas être réservée, comme cela fut le cas autrefois, aux seules élites. Parce que jadis, c'était plutôt les individus qui suivaient un cursus prestigieux dans les grandes écoles françaises qui pouvaient bénéficier de cet enseignement et qui pouvaient enfin manipuler les figures de rhétorique à des fins particulières. Mais jusqu'à présent, Sandrine l'a rappelé tout à l'heure, c'était la tradition écrite qui prédominait pendant tout le cursus scolaire, et puis après une certaine forme de tradition orale pouvait être enseignée à celles et ceux qui suivaient un parcours prestigieux, mais seulement à celle-là ou à ceux-là. Fort heureusement, depuis un peu moins de 10 ans maintenant, il y a cette éclosion
de concours d'éloquence. Il y en a beaucoup, il y en a partout. Et il faut, dès que vous le pouvez, participer à des concours d'éloquence pour vous entraîner, pour vous faire un peu peur, pour frémir et pour vous perfectionner surtout, parce que maîtriser l'art de communiquer en public, c'est quand même un moyen de s'épanouir au quotidien dans sa vie personnelle et professionnelle. Parce que pour des générations, cela a été une douleur que de prendre la parole en public. Ça l'est peut-être encore pour certains jeunes, c'est intimidant. On parle face à un public et il y a cette relation conflictuelle que l'on peut avoir en tête, alors que les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément là en nous étant hostiles, bien au contraire. Ils ont envie de nous écouter, ils ont envie que nous parlions le mieux possible et que nous soyons épanouis. Et donc c'est pénible aussi pour un auditoire que de voir un orateur ou une oratrice en difficulté ou lisant son texte péniblement, alors qu'ils aimeraient tellement qu'on leur parle directement à eux. Et c'est le sens aussi de cette formation. Vous rappelez qu'il n'y a rien à craindre, ça c'est la grande devise que je veux vous transmettre, il n'y a rien à craindre, prendre la parole en public. Il vaut mieux craindre, comme les Gaulois, que le ciel nous tombe sur la tête, ça c'est rationnel quelque part. C'est plus rationnel en tout cas, selon moi, que d'avoir peur de parler face à un public. Donc combattons cette peur irrationnelle qui est celle de s'exprimer face à un auditoire particulier, prenons confiance en nous et portons des idées fortes à la mesure de qui nous sommes. Puis au terme de cette formation, vint le jour où les candidats ont reçu le sujet du concours sur lequel ils allaient passer 2 semaines après. En d'autres termes, vous avez 15 jours pour vous préparer au concours. À partir d'une problématique, plutôt d'un aphorisme, d'une citation, à partir de laquelle vous allez devoir composer un discours. L'année dernière, le sujet était le suivant: tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. C'est une phrase de Jean d'Ormesson, intellectuel qui nous a quittés il y a de cela 2 ans, me semble-t-il. Je faisais écho à votre scolarité, en parlant de commentaires et de dissertations, parce que je veux aussi profiter de cette soirée pour réenchanter l'école. On la critique beaucoup, souvent à juste titre d'ailleurs, mais il faut quand même considérer que c'est une chance d'aller à l'école et qu'on y apprend des choses essentielles. Et je veux rappeler justement le caractère essentiel de certaines choses que nous apprenons, non pas pour vous parler de l'école pour elle-même, ce n'est pas l'objet de notre conversation, mais pour vous montrer à quel point finalement vous êtes déjà prêt pour ce concours d'éloquence. Alors la formation que je vous donnerai, c'est utile quand même, parce qu'on voit des choses au cours de cette conférence que l'on ne voit pas à l'école, effectivement. Ne serait-ce que 2 outils particuliers que j'aborderai de manière rapide ce soir, parce que ce sont des outils que je réserve aux candidates et aux candidats qui rejoindront la formation et qui seront sélectionnés. Je vous en parlerai donc rapidement, mais je veux déjà vous enseigner l'idée selon laquelle vous êtes bien préparé déjà. On vous donne de bons outils. Le premier outil que je pourrais qualifier plutôt de principe, le premier principe que l'on vous enseigne, c'est qu'il faut réfléchir avant d'agir. Et effectivement, le jour où on vous remettra les sujets, vous aurez effectivement 15 jours pour réfléchir, pour prendre de la hauteur, vous inquiéter aussi de ce moment particulier où vous prendrez la parole, souligner tous les mots-clés, étudier le sujet, le tirer dans tous les sens et essayer d'en extraire l'idée qui sera la vôtre. Mais on vous enseigne déjà cela à l'école. On vous enseigne qu'il faut réfléchir avant d'agir. Et en l'occurrence, réfléchir avant d'écrire au propre. Et effectivement, je vais prendre l'exemple d'une dissertation. Imaginons une dissertation que vous feriez sur le sujet suivant, une espèce de reformulation de la phrase, de l'aphorisme de Jean d'Ormesson. Tout le bonheur du monde est-il dans l'inattendu? Ça pourrait être un sujet de philosophie en classe de terminale. Qu'est-ce que vous feriez? Quelle est la méthode que vous pourriez employer, qui est comparable à celle que vous pourriez employer pour préparer le sujet pour le mois de mars probablement, lors du concours d'éloquence? Eh bien, vous commenceriez par observer que cette phrase est susceptible d'être résolue de manière lapidaire par un oui ou par un non. Ce qui vous donne déjà une clé. Cette épreuve implique une trajectoire dialectique, un plan dialectique que vous allez suivre. Thèse, antithèse, synthèse. Après cela, vous allez souligner les mots-clés, ce que vous ferez également au concours d'éloquence. Vous allez souligner les mots-clés et puis vous allez les explorer indéfiniment, dire tout ce que vous
inspire ce mot-là et tirer le fil. Être en quelque sorte en écriture automatique, comme nous l'enseignent les poètes surréalistes. C'est-à-dire une écriture déliée de la pensée. C'est ainsi que vous allez réfléchir au sujet du concours d'éloquence, souligner les mots-clés et les explorer dans tous les sens pour bien sentir tout leur potentiel, tous les sens divers qui sont contenus dans un seul mot. Après avoir exploré ces mots-clés-là, vous allez pouvoir concevoir votre plan. Et là aussi, c'est en accord avec un concours d'éloquence, à la différence que, et c'est ce que je vous enseignerai, dans un discours visant à convaincre, dans un discours dans le cadre d'un concours d'éloquence, l'objectif n'est pas de faire une dissertation dialectique. Qu'est-ce qu'une dissertation dialectique? C'est véritablement une épreuve conforme à la tradition écrite que nous rédigeons intégralement et qui est pilotée exclusivement par la voie rationnelle, lorsque nous sommes à l'école. Ici, dans le cadre de notre concours d'éloquence, la raison ne sera pas le seul moyen que vous allez mobiliser pour convaincre. J'ai dit tout à l'heure que ethos, pathos, logos étaient les 3 piliers de l'art de persuader selon Aristote. Eh bien, ces 3 piliers seront à l'œuvre lorsque vous réfléchirez et que vous composerez votre discours. Ceci étant dit, j'aime à rappeler que la dialectique, que l'on nous enseigne à l'école, et qui peut dégoûter certains d'ailleurs de la philosophie dès lors qu'ils découvrent qu'une dissertation dialectique de philosophie consiste à démontrer que finalement, on ne peut pas répondre à la question qui nous est posée par les moyens de la raison. C'est ça que nous faisons advenir dans toutes nos dissertations. Là, ce que je vous demanderai au concours d'éloquence, c'est au contraire de vous engager. À la question « Tout le bonheur du monde est-il dans l'inattendu ?», les élèves qui ont pris la parole ont pris parti, se sont engagés, ont dit quelque chose de fort, de personnel, de subjectif, donc, ce qui n'est pas le cas encore pour faire cette distinction avec une dissertation dialectique de philosophie ou toutes les autres dissertations où c'est l'objectivité qui pilote, la froide raison. Là, je veux qu'il y ait, bien évidemment, dans ce concours d'éloquence, de la subjectivité, pas seulement, mais aussi une part de subjectivité, d'empirisme, d'expérience personnelle. Mais je veux, dans le même temps, parce que c'est assez intuitif, qu'il y ait une dimension dialectique, c'est-à-dire que vous puissiez cerner les limites de ce sujet. En d'autres termes, l'art de convaincre ne consiste pas à affirmer une thèse de manière catégorique et sans aucune nuance, mais ce que je veux et ce que j'exige, et c'est une caractéristique du concours d'éloquence de la ville de Vanves, c'est que vous preniez de la hauteur. Je veux de l'esprit. Je ne veux pas seulement une sorte de stand-up. Vous savez, peut-être que vous avez regardé certaines émissions consacrées au concours d'éloquence. Je ne porte aucun jugement critique particulier parce que ce sont pour moi toujours des occasions, pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, de prendre la parole, de s'expérimenter, d'être plus à l'aise face à un public. La limite de certains concours d'éloquence, c'est qu'il y a une part trop importante, parfois, à la subjectivité, à l'expérience strictement individuelle, et parfois un côté stand-up avec beaucoup d'humour. Moi, je veux qu'on fasse la différence entre un stand-up, et je me suis déjà rendu à certains stand-up de jeunes artistes, et j'ai beaucoup ri, et c'était formidable, et on apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur les mécanismes de gestion du stress face à un public, mais lorsque je vais voir un concert de stand-up, je m'attends à rire, et généralement ça marche, je suis assez bon public. Mais un concours d'éloquence, c'est pas un festival de l'humour de Montreux. Par ailleurs, ce concours d'éloquence, il a une vocation citoyenne, civique aussi. C'est de vous préparer à votre vie de citoyen, à votre vie personnelle et à votre vie professionnelle. Et sans dire que la vie n'est pas drôle, les circonstances ne sont pas forcément là, lorsque l'on a un entretien d'embauche ou lorsqu'on doit faire une conférence, de faire rire l'assistance. C'est pas si simple, c'est périlleux. Et justement, pourquoi je vous parle de stand-up? Parce que certains concours d'éloquence et les formations, les recommandations qui sont faites aux oratrices et aux orateurs qui se portent candidats, c'est de commencer par une phrase d'amorce percutante, catchy et amusante. Eh bien moi je dis que c'est risqué. C'est risqué parce que si on commence de cette façon-là un discours que l'on voulait convaincant et persuasif,
eh bien, on peut aussi se retrouver face à un public qui ne réagit absolument pas à notre phrase d'amorce que nous avions bien choisie et qui finalement ne rencontre pas son public. En gros, c'est un gros bide. Commencer comme ça son discours, c'est délicat. Dans ce sens, parmi les phrases d'amorce que je vous recommanderais, que je vous enseignerai, je ne suggère pas de commencer par un trait d'esprit. Pour la raison que je viens d'invoquer, c'est-à-dire que c'est risqué, donc à vous après de prendre ce risque-là, mais ce n'est pas ce que je recommande. Déjà que cet exercice, on y est peu familiarisé lorsque nous sommes jeunes, alors c'est quand même périlleux de commencer par un trait d'esprit. Et puis, j'aime bien rappeler aussi que l'art de convaincre est aussi étroitement lié à notre culture. Notre culture française, c'est une de ses forces et une de ses limites dans le même temps, c'est de confondre, convaincre et argumenter. Si je veux convaincre quelqu'un, je n'emploierai pas seulement des arguments organisés de manière logique, fluide, rationnelle, mécanique pour emporter son adhésion. Ce sera beaucoup plus organique, beaucoup plus intuitif. Il y aura beaucoup plus de contournements de ma part pour essayer d'emporter son adhésion. C'est ça le grand problème de la pensée française et de l'éloquence à la française, c'est de confondre, argumenter et convaincre. Mais malgré tout, notre culture nous oblige à bien considérer que l'argumentation est au cœur de l'art de convaincre. Et dans ce concours d'éloquence, j'attendrai de votre part des arguments. Parce que sans arguments, dans la tradition française, on remporte difficilement l'adhésion. Ça ne veut pas dire que vous ferez une dissertation dialectique. Un concours d'éloquence, ce n'est pas une dissertation dialectique. Mais malgré tout, il y aura de l'argumentation et c'est à vous de la rendre vivante, organique et un peu plus subjective. Dans la tradition anglo-saxonne, la dimension subjective et le narratif sont beaucoup plus présents. Et ça vient comme une vague chez nous. On voit ça à travers les conférences TED, par exemple, ou certains concours d'éloquence. Alors ça donne des résultats très intéressants parce qu'on sent les oratrices et les orateurs beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là. C'est plus facile de partir de soi que d'avoir cette exigence qui consiste à prendre un peu de hauteur, d'être dans l'abstraction des idées et ensuite de donner des exemples. C'est effectivement plus simple, plus intuitif, c'est libérateur. Mais tout est une question de proportion. Un discours visant à convaincre qui aurait, je vais donner une proportion un peu hasardeuse, mais 90% de subjectivité et de narratif, je ne suis pas sûr, devant un public français, qu'il emporte l'adhésion. L'intérêt, en revanche, de ce monde très ouvert, et par les plateformes numériques, par exemple, on peut voir des oratrices, des orateurs des pays du monde entier qui nous inspirent d'autres idées de l'art de convaincre. Ça nous invite, nous, Français, à renouveler notre rapport à la parole, à être moins tournés vers l'argumentation et la froide objectivité dans des discours. Mais après, je dis, et c'est ce que je veux vous enseigner, vous inspirer, tout est une question de proportion. Un discours qui comporte 90% de subjectivité n'emporte pas l'adhésion. C'est un témoignage qui fait sens, qui peut avoir son intérêt, sa légitimité, mais il ne permettra pas d'emporter l'adhésion. Deuxième principe fondamental pour moi, quitte à passer pour un ringard. Je crois que l'école nous enseigne les vertus de la connaissance par la lecture. Et je recommande, dans cet apprentissage de l'art de convaincre, de prendre la parole en public, de lire. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ma recommandation est de diversifier ces lectures et de ne pas confondre littérature et lecture. Certains jeunes que j'interroge régulièrement, quel est le dernier livre que tu as lu, me répond, je ne vais pas faire de loi générale, mais me répond soit par un livre donné par l'école, soit c'est une réponse que j'entends parfois, et encore une fois je ne porte aucun jugement particulier, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, y compris des jeunes de première. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Voire parfois j'entends aussi « je n'aime pas lire ». Ça c'est une phrase terrible pour moi parce que on voit ici qu'il y a un problème au niveau de l'éducation, je n'aime pas lire. Cela veut dire que l'élève confond littérature et lecture. Ça, c'est une première chose. Et puis parce que peut-être certaines œuvres littéraires proposées à l'école étaient trop ardues, trop complexes, trop éloignées a priori des préoccupations des jeunes, si bien que certains se sont détournés à tort de la lecture. Donc, comme recommandation, je vous recommande de lire. Lorsque le président de la République menait campagne,
il a dit cette phrase qui m'a beaucoup interpellé, c'est la littérature qui m'a façonné. Cette phrase a résonné en moi parce que je ressens exactement la même chose. J'ai eu ce privilège, j'ai été initié à la lecture très jeune et j'ai pris rapidement le goût de cette évasion que me procurait la lecture. Et par suite, j'ai découvert aussi la diversité des langues qui existent selon les auteurs que l'on lit. Et c'est dans cette diversité que vous allez pouvoir renouveler votre rapport à la langue, à la réenrichir et penser aussi autrement. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de diversifier vos lectures. Littérature d'une part, expérimentez des auteurs différents, choisissez des œuvres peut-être plus courtes que celles qui vous sont parfois proposées. Et puis ne confondez pas lecture et littérature. S'il y a un domaine de compétences qui vous intéresse particulièrement, nous parlions avec l'une d'entre vous tout à l'heure du projet qui est le sien, à savoir devenir magistrate, eh bien, il existe de formidables romans autour de la question juridique. Je pense au Rouge et le Noir pour la littérature, et puis bien évidemment, tous les livres de droit trouveront une place dans ta bibliothèque. Et c'est une lecture, et c'est une littérature particulière, et c'est un genre particulier. Renouveler ces lectures, les diversifier, c'est la meilleure façon de penser autrement, de ne cesser de prendre de la hauteur lorsque l'on participe à un concours d'éloquence d'une part, mais surtout lorsque l'on interagit avec les autres et que l'on veut discuter de grandes idées philosophiques ou politiques. Vous êtes de futurs citoyens. La lecture, c'est ce à quoi on vous initie à l'école, parfois maladroitement, mais il ne faut pas perdre le contact avec ce geste fondateur de notre humanité et de notre culture. J'ai dit que ce concours d'éloquence, ce n'est pas une dissertation philosophique. J'ai dit que ce concours d'éloquence, ce n'était pas du stand-up. Je dirais aussi, parce que nous sommes dans une année électorale, que ce concours d'éloquence, ce n'est pas une tribune politique. J'entends par là que nous n'attendons pas de vous un discours politicien ou des allusions à une personne politique particulière. Nous attendons un discours d'un jeune homme ou d'une jeune femme infiniment libre et qui vient porter des convictions. Donc pas de discours politique au sens politicien, mais tout est politique. Dans ce sens, le sujet qui vous sera proposé, vous l'aborderez en citoyen, bien évidemment, et puis vous serez peut-être imprégné d'une actualité particulière, une campagne électorale qui s'annonce infiniment houleuse, complexe, mais très intéressante comme chacune, et elle sera pour vous source d'inspiration, d'autant plus que parmi les personnes ici présentes, il y a peut-être des premiers électeurs pour cette année. Donc, nous n'attendons pas de référence à des femmes ou à des hommes politiques ou à des idéologies particulières. Nous attendons surtout de l'esprit, un discours qui sera par nature politique parce que tout est politique, mais par-delà les femmes et les hommes politiques bien connus des plateaux télé et des tribunes. Par ailleurs, j'en profite pour vous faire une autre recommandation parmi les moyens de se perfectionner dans l'art de convaincre. C'est la mimésis. On en revient à Aristote. Qu'est-ce que la mimésis? C'est l'imitation. L'imitation des anciens, disait-on ailleurs. Mais moi, je veux me réapproprier ce concept de mimésis et vous le transmettre. Ce que j'entends par mimésis, pour se perfectionner en tant qu'orateur ou oratrice, c'est de s'inspirer tout simplement des autres. Ce que je vous recommande, comme je le recommande d'ailleurs à des personnes plus âgées et plus expérimentées de vous, et c'est intéressant parce que ce sont des personnes qui ont oublié finalement ce qui nous caractérise, c'est la mimésis. Pourquoi? Parce que nous parlons parce que nos parents nous ont parlé. C'est par ce mystérieux mécanisme que la parole nous est laissée en héritage. C'est parce que nos parents nous ont parlé. Et notre premier mot, on ne s'en souvient pas, mais nos parents s'en souviennent. Et c'est toujours le même, c'est rarement métaphysique. C'est plutôt papa ou maman. Et c'est comme ça, par mimésis, que nous avons acquis la parole. C'est par mimésis aussi qu'on va renouveler notre langue par la lecture. Et le principe mimétique que je veux vous enseigner, c'est le fait de vous constituer un panthéon de personnes. Choisissez une douzaine de personnes, hommes, femmes, vivantes, mortes, fictives, réelles, qui vous inspirent. Choisissez 12 personnes qui vous inspirent parce qu'elles ont un charisme particulier, parce qu'elles sont brillantes, parce qu'elles sont courageuses, parce qu'elles savent brillamment prendre la parole en public et se défendre, se débattre parfois. Choisissez 12 personnes, 12 héros en quelque sorte, 12 chevaliers du zodiaque, allons au bout de la métaphore infantile, 12 personnes qui vous inspirent tout particulièrement. Et au contact de ces personnes,
dont vous aurez une photo quelque part dans votre téléphone portable, cela va éveiller en vous un potentiel nouveau. Pourquoi je vous parle de mimésis? Parce que c'est comme ça que nous sommes créés. Nous sommes créés parce que nous avons imité, lorsque nous étions plus jeunes, nos idoles. Eh bien, reconstituez-vous des idoles. Dans le secret d'un téléphone, prenez les photos de 12 personnes que vous admirez tout spécialement, pour des raisons particulières, et inspirez-vous d'elles, étudiez-les, et elles vont façonner votre manière de prendre la parole et aussi votre façon particulière de penser. Voici ce que je voulais vous dire au cours de cette conférence inaugurale. Je veux donc vous inspirer l'idée qu'à l'école, on apprend des choses essentielles. Ça va dans le sens de la tradition écrite, tout ce que nous apprenons, mais la méthode pour décrypter un sujet, par exemple, et se préparer à prendre un discours, la méthode est efficace. Et j'en parle d'expérience, j'ai participé moi-même à un concours d'éloquence il y a de cela 3 ans, qui était un concours d'éloquence où le sujet suivant nous était proposé: toute conquête est-elle immorale? Toute conquête est-elle immorale? Comment ça s'est déroulé? Eh bien, on nous a proposé le sujet le jour J. Nous avions 30 minutes pour y réfléchir. Et après ces 30 minutes de réflexion sans notes, nous avions 10 minutes de restitution. Eh bien, même si, ayant participé à ce concours, je n'avais pas mon petit stylo pour souligner ou pour prendre de notes, ce qui est une expérience assez vertigineuse pour des gens comme moi, comme vous, qui sommes habitués à faire un brouillon, à réfléchir avant d'agir, eh bien là, j'ai effectivement réfléchi avant de parler, mais j'ai réfléchi sans notes. C'est une expérience vertigineuse, assez anxiogène, mais que je souhaite à tout le monde. Et que si vous avez la gentillesse de participer à ce concours, vous pourrez faire cette expérience au cours de la formation, que de prendre la parole sans notes et avec un temps très court de préparation. Quoi qu'il en soit, ce concours, pour y participer et pour gérer ces 30 minutes particulières où j'étais noyé dans les ténèbres de l'incertitude, ne sachant pas par quel bout commencer, eh bien j'ai finalement, mentalement, fait ce que je faisais pour faire des dissertations dialectiques, identifier les mots-clés et c'est là la grande différence, non pas pour faire une introduction telle que nous les faisons en dissertation, où nous définissons, vous le savez en introduction, on définit les mots-clés principaux pour ensuite faire un amené du sujet, bref, toute une méthodologie particulière. La vraie différence, et c'est ce sur quoi je veux mettre l'accent, encore une fois, c'est qu'on ne va pas déboucher sur un principe d'incertitude dans un discours, on va s'engager, et dans le sujet qui m'avait été donné, j'ai choisi de défendre une thèse plutôt que l'antithèse. Et le choix de l'angle, dans ce sens, le choix de la position que l'on va défendre, c'est ça aussi qui nous sécurise dans notre manière d'improviser le discours. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet art de convaincre, sur ces moyens de convaincre et de vous préparer à ce concours d'éloquence ou à toute entreprise de conviction. Ce concours, il se fera grâce à vous. Il se fera grâce à toutes celles et tous ceux qui participeront. C'est notre grande ambition. Et l'enseignement, si vous voulez, la formation que je vais vous dispenser, elle ne reposera pas exclusivement sur un ensemble de techniques, bien au contraire. Il y aura 2 grands outils opératifs que je vais vous enseigner. Et à partir de ces outils, nous ferons exclusivement de la mise en situation. On fera de l'allocution, format dit pitch, c'est-à-dire un format de 3 minutes visant à convaincre un auditoire. Nous ferons, je le crois, si nous avons la chance d'être en présentiel, nous ferons du débat aussi. Donc de la dialectique des volontés. Et bien évidemment, je vous enseignerai des techniques pour bien vous défendre et bien attaquer, si j'ose dire, l'interlocuteur, pour faire preuve d'une certaine intelligence dans une situation critique où le stress peut nous envahir. Donc nous ferons plusieurs types de mise en situation, de sorte que vous soyez opérationnel pour le jour du concours et que ce soit en pleine possession de vos moyens, que vous puissiez prononcer un beau et grand discours qui fera date, j'en suis convaincu.